Jean Bazaine, vous vivez à Saint-Guénolé depuis combien d'années maintenant? Je n'y vis pas complètement, mais j'y viens depuis plus de 50 ans, 52 ans. J'ai connu un Saint-Guénolé, tout petit port, très pauvre, qui faisait que la sardine, les bateaux n'allaient pas loin. Et bon, c'est depuis la guerre que c'est devenu un port important. Vous êtes né à Paris, c'est juste? Je suis né à Paris, oui. Et quels sont les souvenirs, disons, principaux de votre enfance? Les souvenirs principaux ont tous trait à l'aviation. Parce que mon père était un des pionniers, si vous voulez, de l'aviation, et toute mon enfance, nous n'avons pas toujours eu une maison de campagne, et tous mes jeudis et tous mes dimanches se passaient sur les champs d'aviation de Ville-la-Coublay et d'Issy-les-Moulineaux. Il y avait un grand champ d'aviation, Issy-les-Moulineaux, et mon père, c'était les avions de port qui sont devenus des avions de chasse pendant la guerre. Et pendant la guerre, donc, j'allais toujours, je passais toutes mes journées de liberté sur ces champs d'aviation, et j'ai connu tous les grands as de guerre que j'appelais par leur nom. Ce qui, d'ailleurs, mon père trouvait que j'exagérais, parce que lui, elle les avait bonjour Guinemer, bonjour Nagesser, bonjour Garros, et j'ai des photos de moi avec Garros. Est-ce que ceci a eu une influence sur votre carrière de peintre, ultérieurement? Eh bien, j'en sais rien, n'est-ce pas? Ce qu'il y a, c'est que, c'est une supposition, l'espace, c'était la conquête de l'espace, parce que c'était vraiment les premiers avions dont on mettait l'hélice en marche à la main, ce qui était très dangereux, etc. Et mon père m'avait d'ailleurs fait promettre de ne pas monter, parce que c'était dangereux, de ne pas monter avec un des pilotes, parce que je les connaissais tous. Et je pense que ce sentiment de l'espace m'a habité très tôt. Et qu'est-ce qui a été déterminant pour votre carrière d'artiste peintre? Alors là, je ne sais pas du tout. C'est-à-dire que il faut croire que j'ai toujours eu le goût de ça, puisque tout enfant, alors là, quand nous avions, mon père avait loué une maison à la campagne, et j'avais trouvé, mais j'avais peut-être 10 ans, quoi. J'avais trouvé une carrière de terre glaise, et je faisais du modelage, on ne va pas appeler ça la sculpture, mais avec passion, et si bien que on a cru, que j'avais une vocation de sculpteur, ce qui ne plaisait pas tellement à mon père, mais il ne disait rien parce qu'il était très bon, parce qu'il disait le sculpteur il ne gagnera jamais sa vie, et ce qui fait aussi que je suis rentré aux Beaux-Arts comme sculpteur. Votre milieu était un milieu aisé? Non, mon père était devenu, mais il était, dans ma petite enfance, c'est un milieu très très modeste. Mais je ne m'y suis pas plu du tout, parce que c'était un enseignement assez pompier. Landowski était très gentil, il m'a d'ailleurs pris chez lui, j'ai travaillé chez lui comme gros-yo, j'ai travaillé à des choses énormes, il y a beaucoup de monuments dans Paris auxquels j'ai travaillé. Et en même temps, c'était donc juste après mes bachots, j'ai fait une licence. Je suis entré, et alors là, j'ai eu la chance d'être l'élève de Faucillon, en histoire de l'art. Et ça m'a beaucoup, autant l'école des Beaux-Arts m'a absolument rien apporté, autant là, aussi bien l'enseignement de Faucillon ou d'autres professeurs, mais moins brillants que lui. Et puis même les camarades qui étaient là, on vivait dans un bain d'art, nous faisions des voyages,
On faisait soi-même des conférences sur des monuments, etc. Et bon, alors ça m'a beaucoup apporté, quoi. Et vous êtes entré dans la peinture, je dirais. Alors la peinture, j'avais commencé, donc à un moment j'ai dit à Landowski, j'ai dit maître, parce que je l'appelais maître, je crois que je ne suis pas très doué pour la sculpture, j'avais commencé à faire un peu de peinture, j'avais 20 ans. Et bon, j'ai lâché la sculpture pour la peinture. Et là, j'ai été un peu un autodidacte, si vous voulez. Je suis entré dans une académie où j'ai connu d'ailleurs Elvire Jean. Et c'était un très gentil peintre, un peu pompier aussi, mais très bon, qui nous laisse faire. De qui parlez-vous là? Pardon? De qui parlez-vous en ce moment? Il s'appelait Paul-Albert Laurence. Ça vous dira rien du tout. Mais il était très ouvert. Et là aussi, c'est avec les amis qu'on en apprend le plus. Et puis alors, c'est une époque où j'ai beaucoup dessiné. Ça a été mon enseignement, si vous voulez. J'ai beaucoup dessiné d'après les maîtres. Et si j'avais des conseils à donner à des jeunes, c'est ça que je leur dirais. C'est plus très à la mode. Mais c'est merveilleux que ça ne vous referme pas, ça vous ouvre. Alors j'allais dessiner au Louvre ou ailleurs. Je passais des journées et des journées au Louvre. D'ailleurs, même avant, même quand j'avais 12, 13 ans, tous mes jeudis, quand j'étais pas sur les champs d'aviation, d'ailleurs ça c'était après la guerre, hein, c'était à la fin de la guerre, je l'ai passé au Louvre. Et vous vous souvenez de votre première exposition? Oh, j'ai fait des petites expositions comme ça, à droite et à gauche. La première exposition qui est comptée pour moi, c'est en 1932. Elle a compté, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que donc j'avais une douzaine de toiles qui étaient assez en avance sur ce que je faisais, dont il ne reste qu'une maintenant, parce que tout ce que j'ai fait avant-guerre a été brûlé dans un incendie de mon atelier. Accidentel? Hein? Un incendie accidentel? Un incendie accidentel. C'est pas moi qui ai mis le feu, quoi qu'en ait pensé le commissaire de police qui m'a interrogé. Mais enfin bon, c'est pas moi qui avais mis le feu. Je me rappelle à ce moment-là, c'était en 1945, j'étais chez Carré. J'étais allé faire un accrochage léger chez Carré. Et puis la nuit, bon, tout d'un coup, j'habitais rue Dino, j'avais un petit atelier. Nous habitions au rez-de-chaussée, j'avais un petit atelier dans la cour, très très agréable. Bref, tout a brûlé. Et je dois dire qu'à l'époque, ça ne m'a pas fait... ça ne m'a pas bouleversé du tout. Parce que je trouvais déjà que j'accumulais trop les notes sur ce que je faisais. Et au fond, je me suis retrouvé vierge, sans un sou. Carré, chez qui j'étais, m'a avancé 10 000 anciens francs, qui m'a réclamé rapidement d'ailleurs. J'ai loué une chambre de bonne, et là j'ai fait la toile qui est en Suisse chez le chanoine Foulgue, et qui s'appelle l'enfant du matin, non, l'enfant matinal. L'enfant matinal, qui est une toile excessivement joyeuse. C'est ma première toile après l'incendie, faite dans cette chambre de bonne. La volonté de faire une démarche, je dirais, nouvelle, puisque vous êtes, pendant la guerre déjà, devenu un des chefs de file de cette nouvelle génération, la volonté de cette démarche remonte à quelle époque? Je vous arrête tout de suite, c'est absolument pas une volonté. Mon évolution s'est faite à travers la guerre. Avant la guerre, ça commençait déjà, et comme toujours, je ne savais pas où j'allais. Et petit à petit, ma peinture est venue, comme on dit, moins figurative. L'explication que j'en donne est celle-ci, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Je vous le donne puisqu'on parle, on pourra couper. C'est que pendant la guerre, je me suis trouvé aux avant-postes. J'avais refusé d'être au camouflage. Du coup, on m'a mis en avant la ligne Maginot, avec des troupes sacrifiées. Et j'étais plus
en face de la nature, j'étais dedans, et dans une nature assez dangereuse, puisqu'il y avait les escarmouches toutes les nuits et tout ça. Donc j'étais un petit peu comme les Noirs dans leur forêt, au lieu d'être des dieux derrière les arbres, c'était des mitrailleuses. Et j'ai senti le monde par l'intérieur, si vous voulez. Et j'étais dedans, quoi. Et dans un monde qui existait un peu dangereusement. Et c'est à ce moment-là que ma peinture a évolué. Je crois que c'est pas le hasard. Bon, d'accord, il n'y a peut-être pas eu une vraie volonté, mais dans vos écrits de l'époque, vous êtes très très conscient. Ah oui, mais c'est bien après. Hein. Mes notes sur la peinture, qui est un livre de combat en somme, qui me sépare des purs abstraits, puisque je dis que toute peinture doit être incarnée. Je dis aussi que tout art est abstrait ou n'est pas, mais j'ai jamais changé là-dessus. Je dis que nous sommes dans le monde, nous ne pouvons pas tourner le dos au monde, nous y sommes rattachés par toutes nos fibres à la lumière, à un espace, à une certaine lumière et à un certain espace qui sont pour moi la lumière de l'Île-de-France, quoi, la France. Bon, vous étiez quand même très engagé, vous avez fait... Ça, je vous dis, j'ai donc commencé, j'ai complètement... je suis devenu non figuratif, un terme que j'aime pas du tout, parce que c'est une autre sorte de figuration, au tournant de la guerre, c'est-à-dire ça a commencé en 1942. On a tendance à me faire commencer mon évolution et celle de mes camarades avec l'arrivée des Américains. C'était bien avant, c'était pas dans les années 50. En 1942, j'avais déjà 42, 43, ça y était. La fameuse exposition de la Galerie Brown, c'est même 41. L'exposition de la Brown, c'est en 41, ça c'était une exposition de combat aussi. Comme toutes les galeries d'art moderne étaient fermées, que les Allemands naturellement ne voulaient que la peinture réaliste socialiste, j'ai organisé avec un camarade cette exposition et j'ai demandé à tous les peintres un peu d'avant-garde, tous ceux que j'ai pu réunir, nous étions une vingtaine, de participer à cette exposition. Organiser une telle exposition est peut-être une démarche qui paraît facile, je ne sais pas, mais en tous les cas, les peintres qui y ont participé, vous reconnaissez déjà comme chef de file. Ils le disent encore aujourd'hui. Et comment donc, en un laps de temps si bref, je dirais d'avant-guerre à 41, avez-vous pu prendre cette position, ce rôle? Vous savez, je n'ai pas du tout cherché à avoir un rôle quelconque. Simplement, mon évolution était plus rapide que celle d'autres. Peut-être. J'ai oublié de vous dire que cette exposition de 32, ma grande émotion, ça a été que Bonnard y est venu. Bonnard est venu, je ne savais pas qui c'était, je vois un monsieur qui regarde très longuement et qui se tourne vers moi et me dit « Je suis Pierre Bonnard ». Et j'ai cru rentrer sous terre d'émotion. Et bon, je l'ai revu beaucoup plus tard, mais il m'a dit des choses qui m'ont beaucoup touché d'abord, sur ma peinture. Et puis, il ne m'a pas donné de conseils, parce que Bonnard n'était pas un monsieur à vous donner des conseils. Mais je l'adorais déjà. D'ailleurs, à la Sorbonne, quand nous étions là, donc, beaucoup plus jeunes, j'étais déjà un fanatique de Bonnard, à 20 ans. Alors que les autres, c'était plutôt le cubisme, André Lotte. Beaucoup étaient des élèves d'André Lotte, que j'ai bien connu après, qui m'a aidé, qui est un homme délicieux. Mais enfin, non, j'aurais pas fait Vous avez bien connu Léger aussi. Alors, j'ai très bien connu Léger. Oui, très très bien. On s'est beaucoup vus, on a voyagé un peu ensemble. Braque aussi, je crois. Braque aussi. Mais Léger, c'était comme un copain pour moi. Il n'y avait pas de différence. Je l'appelais Léger. Oui. C'est comme Villon, je l'appelais Villon. Et c'est comme si nous avions le même âge. Et bon, leur contact m'a beaucoup apporté. Hein.
Tandis que Braque, que j'ai beaucoup vu, j'étais à Varangeville, on s'est beaucoup promené ensemble aussi, j'ai pris des repas avec lui, etc. Il a toujours été Monsieur Braque. De même que Bonnard, je l'ai toujours appelé Monsieur Bonnard. Mais enfin, ça n'empêchait pas mes sentiments. Et j'ai pas du tout été influencé. Si j'ai été influencé à mes tout débuts, il ne reste rien de ça d'ailleurs. C'est Bonnard, quoi, qui reste pour moi le plus grand. Vous êtes entré à la Galerie Carré à quelle époque? En 42. En 42. Vous êtes ça, resté... Ça a été le sauvetage, parce que j'avais déjà charge de famille. Mon père était très malade. Et j'avais eu le prix Blumenthal en 1938, qui était un prix très important, puisque c'était 25 000 anciens francs. À l'époque, c'était beaucoup. Ça m'avait fait vivre, et ceux qui m'entouraient pendant toute la guerre. Et en 1942, en revenant d'une petite chaumière que j'ai toujours, enfin que je l'ai également à mon fils, mais aux environs de Chartres, que j'avais acheté en vendant un bijou de ma mère, en revenant de vacances, je trouve la carte de Carré sur le paillasson. Alors là, j'étais sauvé. Il avait vu des toiles de moi dans une exposition, qu'il avait achetée sans dire son nom d'ailleurs. Et ça a été mon salut, parce qu'à partir de là, j'ai eu Carré. Je ne vivais pas royalement, mais tout de même, il me faisait vivre. Avec vous, il y avait Lapic, il y avait Alors, Estève. C'est moi qui ai fait entrer Lapic. J'aimais beaucoup Lapic à l'époque, il ne me l'a pas rendu. Mais en même temps que moi, il avait demandé à Estève. Et moi, j'avais beaucoup poussé Villon. Villon qui, à l'époque, avait, je crois, 67 ans, et que personne n'a parlé peintre, que tout le monde, nous aimions tous, beaucoup, à la fois comme peintre et comme homme, mais il n'y avait pas un article. J'ai fait le premier article, je crois, sur Villon dans Poésie 43. C'est vous dire, il avait 67 ans. Alors, Carré l'a pris chez lui, et il l'a gardé 20 ans. Alors, à partir de ce moment-là, Villon a pu ne faire que de la peinture, alors qu'il vivait en faisant des dessins, même des dessins humoristiques, des tas de choses. Mais il vivait mal. Vous avez basculé dans la notion à quelle époque à peu près? Oh ben, en 41-42, tout de suite après la guerre. Et quel est le rapport de votre abstraction, entre guillemets, avec l'impressionnisme? Oh, c'est pas du tout la même chose. L'impressionnisme n'est pas une abstraction du tout. Marquez, j'ai été très longtemps très injuste pour les impressionnistes. Dans mes notes sur la peinture, j'en parle de façon qui me fait honte. Parce que tout de même, comment le plus grand, Monet. Monet, surtout le Monet de la fin, c'est superbe. Ben, bon. Mais je vous pose la question parce qu'on a parlé de votre groupe comme étant des impressionnistes abstraits ou des paysagistes abstraits. Oui, donc, certains... Les deux sont faux. C'est ni de l'impressionnisme, ni de l'abstraction pure. Ben, c'est vrai que j'ai horreur de tous ces titres, de tous ces noms. Est-ce qu'il y a du lyrisme dans votre peinture, puisqu'on l'a aussi appelé... Il y a un lyrisme qui m'est naturel, probablement. Alors donnez-nous, vous, une définition de votre démarche. Ah, ça, c'est très difficile. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce qui m'a frappé en revoyant cette année, cette rétrospective que j'ai eue au Grand Palais, j'ai donc revu un peu toute ma vie, avec beaucoup de toiles qu'on avait retrouvées, que je n'avais pas vues depuis 40, 50 ans. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai trouvé que là-dedans, il y avait que c'était, comme je l'ai dit dans les notes, que c'était incarné. Que je veux dire qu'il y avait une réalité. Que ça ne tournait pas le dos au monde, mais que c'était une construction du monde qui était une construction, si vous voulez, passionnelle. Et pas une construction à partir
d'un dessin. Ah si, à partir de dessins, parce que j'ai toujours dessiné. Et que je continue, j'ai toujours dessiné la nature d'ailleurs. Mais ce qui m'a fait tout le même plaisir, c'est que tout ça m'a paru incarné. Et on l'a beaucoup dit d'ailleurs dans les critiques ou les lettres que j'ai reçues et tout ça. Est-ce que vous vous écartez complètement d'une autre tendance, je dirais, de l'époque, qui est l'art gestuel tout court? Oh. Oui, ces noms ont été donnés après. Bon, je pense à Hartung, à Soulages, oui, à Mathieu, oui. à des gens comme ça, qui ont un art beaucoup plus spontané. Oui, peut-être moins retravaillé. Mais ce que je crois, c'est que ceux qu'on a appelés les abstraits, puisqu'à Soulages, Hartung, on les considère comme des abstraits. Ce que je crois, c'est qu'ils ont des racines. Et bon, j'en ai un exemple très frappant. C'est que j'ai été dans les années 50, je ne me rappelle plus, oui, 52, 3, j'ai été du jury du prix Carnegie en Amérique. Et là, il y avait 300 peintres qui avaient été choisis par l'Institut Carnegie, que nous avions à juger. Nous étions 4, un peintre américain, un peintre d'Europe, qui était moi, un critique américain, un critique anglais. Et avec le peintre américain, qui s'appelait Basiotis, qui était un homme délicieux, grec d'origine, et très fin, tous ces gens qui se croyaient abstraits, nous nous sommes amusés parce qu'évidemment nous ne connaissions ni leur origine, ni leur nom, encore moins. Nous sommes avant qu'on nous révèle leur nom, après que le jury soit prononcé, nous disions celui-ci vient d'Allemagne, celui-ci d'Espagne, celui-ci d'Italie ou d'Angleterre, etc. Et nous ne nous sommes jamais trompés. Ce qui veut dire que ces gens avaient des racines. Tout abstrait qu'ils se croyaient, tous, le meilleur d'eux-mêmes était puisé dans une racine qui avait été modifiée par le fait qu'ils vivaient en Amérique et que l'espace américain, la lumière américaine, c'est autre chose. Mais ils étaient fidèles à des racines, donc à une réalité. Et ça a été vraiment une expérience qui m'a paru très, très concluante, quoi. Au vu de la rétrospective du Grand Palais, on remarque que votre peinture a passé par des phases d'une écriture très différente, influencée par des voyages ou des pays. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Je pense à la Hollande, je pense à l'Espagne. Eh bien oui, je ne crois pas que... Je ne sais pas du tout comment ma peinture aurait évolué si je n'avais pas fait ces voyages, que j'ai fait un peu comme ça. Si, l'Amérique, parce que j'y ai été envoyé, l'Espagne, parce que j'avais envie de la connaître, la Hollande aussi. C'est certain que ça a modifié même ma palette. Est-ce qu'elle se serait modifiée différemment, par exemple, si je n'avais pas connu ces pays? Je ne sais pas. Ça, évidemment, ça a l'air évident. L'Espagne, par exemple. Quand je suis allé en Espagne, 2 années de suite, j'ai, pour ainsi dire, pas travaillé là-bas. Mais la lumière, l'espace espagnol, la peinture aussi, ça m'a beaucoup frappé. Mais enfin, je suis rentré à Paris, j'ai continué les tableaux que je faisais, tels que je les faisais, et c'est 2 ans après que tout d'un coup, ma palette s'est mise à changer. Parce que les couleurs, elles vous viennent, on ne sait pas pourquoi, et en général contre votre gré. Et là, j'ai donc fait des toiles telles que ces toiles avaient envie de se réaliser.
Et puis je me suis aperçu que c'était l'Espagne qui avait mûri en moi, parce qu'au fond, je ne crois pas à la vision directe. Il faut que les choses pourrissent dans l'inconscient, dit Fresno, pour qu'elles ressortent. Et là, c'est ressorti malgré moi. Il m'est ressorti des toiles dites d'Espagne, qui étaient à l'exposition. En Hollande, ça a été un peu la même chose. Mais ça n'a pas duré. La Hollande m'a bouleversé. La lumière de Hollande m'a bouleversé. Une espèce de lumière répercutée. Et j'ai fait des toiles qui, pour moi, ne sont pas les meilleures. Mais enfin, qui sont très certainement inspirées par la Hollande. À un certain moment, vous avez basculé vers des couleurs très rouges, très violentes. Est-ce que les problèmes oculaires que vous aviez à l'époque ont joué un rôle dans cette vision des choses? Ça, je ne crois pas du tout. Ça, je ne crois pas du tout. Je ne pense pas, hein, j'y ai jamais pensé, mais je ne crois pas que ça se passe comme ça. Puisque, il y a des couleurs qui vous viennent, qui vous viennent malgré vous. Par exemple, ici, Saguenay, c'est tout sauf rouge, si vous voulez. Mais il y a une intensité de lumière très grande que pendant un certain nombre d'années, je n'ai pensé exprimer que par des rouges. Exactement, si vous voulez. Comme, pas exactement, mais enfin, c'est un peu le cas des enfants qui commencent des petits-enfants, et qui commencent à peindre, et pour qui le ciel est rouge. Pourquoi est-ce qu'il est rouge? C'est parce que c'est ce qui leur semble le plus intense, et qu'ils peuvent inconsciemment exprimer cette énorme lumière qu'ils ont vu d'ailleurs bébé couché dans leur berceau, que par du rouge. Vers les années 70, votre peinture devient beaucoup plus limpide. Il y a des blancs qui apparaissent. Ah oui. Comment expliquez-vous cette évolution? Ah ben je ne l'explique pas du tout non plus. Si, je l'explique par mais c'est pas volontaire tout ça. Hein. Mais ça me... Et même je me retiens, comment on dit. C'est un besoin comment dire, une espèce de besoin de purification, d'ascèse, de limitation des couleurs, par exemple. Parce que ça, les couleurs, j'utilise certaines couleurs, et une seule fois dans ma vie, j'ai volontairement rompu avec ma palette que je trouvais trop riche, trop séduisante, et je suis reparti avec 5 couleurs primaires qui étaient des terres, alors que j'employais plutôt des cobaltes, des rouges. Et alors ça a duré un temps, et puis, voilà que la couleur m'est revenue, mais j'ai tout de même été, je me suis senti obligé d'alléger, quoi. Est-ce que vous êtes satisfait de cette évolution? Je n'ai pas à être satisfait ou pas, je ne peux pas faire autrement. Je m'en méfie plutôt, je me dis le danger de cette espèce c'est de devenir évanescent. Je ne vois pas qu'il n'y reste plus rien. Jean Bazaine, vous avez 86 ans. Vous êtes 85, pardon. Ah, oui, vous êtes un peintre reconnu. Vous venez d'avoir une très grande rétrospective au Grand Palais. Et quand on arrive chez vous, on ressent cette inquiétude par rapport au travail qui est en train de se faire, cette incertitude de ne pas faire des choses qui sont bonnes. Et ça surprend énormément quelqu'un comme moi qui croit être en face d'un tout grand maître, en fait. Oui, ça, je suis constamment angoissé. Je vis dans l'angoisse, c'est insupportable. Je vis d'ailleurs dans une espèce
de nécessité de peindre. Quelquefois, j'aimerais bien aller me promener. Je me dis non, je ne peux pas faire autrement, il faut que je peigne, Et si je passe une matinée sans rien faire, je suis affolé. Je sais que c'est absurde, je ne sais pas si c'est absurde ou pas, mais c'est comme ça. Et ce que le père Couturier appelait une insatisfaction obstinée. Je suis constamment assailli. Tout à l'heure, je vous ai demandé ce que vous pensiez de mes dernières aquarelles, parce que je n'en suis pas content. Je ne suis jamais content. Ça fait 50 ans que je ne suis pas content. Mais pour tenir le coup, là, vous avez besoin d'appoint, je dirais, tout simple, comme le tabac ou l'alcool, ou bien est-ce que... Non, je ne marche pas. Je marche ni à l'alcool, ni au tabac. Au contraire, je fais attention. Enfin, non, j'aime bien le vin, j'aime bien fumer. Non, je vis dans une espèce de tension, de mécontentement perpétuel, de remise en question, entre guillemets. Et c'est pour ça que j'aime ce pays qui est une remise en question perpétuelle de la lumière, de l'espace, parce que tout change tout le temps ici. Contrairement à d'autres peintres qui se sont beaucoup laissés influencer, je dirais, par la politique, par les événements, vous êtes plutôt, vous, resté avec vos thèmes proches de la nature, de l'espace. C'est involontaire, c'est... Oui, pour moi, ce sont des catégories différentes. Je n'ai jamais pu... remarquez, je trouve très bien, par exemple, les favelas de Manessier, je trouve ça très beau. Très très beau. Et il y a tout de même une volonté c'est pas sociale plutôt que purement politique. Mais c'est absorbé par la peinture, et c'est ça qui compte. Ce que je n'aime pas, c'est quand le sujet bouffe la peinture et prend le dessus. Alors là, que ce soit politique, religieux, c'est la même chose. Hein. Un tableau qui se veut religieux est certainement un tableau raté. Et quels sont vos rapports avec la politique ? Dans ma famille, il y a une vieille tradition de gauche, que j'ai continué. Mais mon fils, qui est très avant-gardiste sur ce plan-là, me dit gentiment que je suis un homme de droite, parce que moi, ma ligne, c'est Jaurès, Blum, Mendes France, si vous voulez. D'ailleurs, ce qu'on a appelé le socialisme français. Comment voyez-vous le futur de la peinture, puisqu'on a un déferlement d'écoles avec le cinéarte, le pop art, la bande dessinée, etc., etc. Quel sera, selon vous, le... Là, moi, je ne sais pas du tout. Hein. Et je suis forcément très mauvais juge. Vous savez, je crois qu'il y aura toujours des peintres, et je vois ça par le nombre de jeunes peintres, de gens qui m'ont écrit à propos de mon exposition. Et c'est pas cela dont on parle. Alors, le grand danger, c'est que la peinture est devenue beaucoup une chose d'argent, une chose... et que, chacun veut gagner beaucoup d'argent, être célèbre, etc. Et ça, c'était pas l'atmosphère des gens que j'ai connus et qui... Enfin, les gens comme Braque, Bonnard, etc. Évidemment, Braque a malgré lui gagné beaucoup d'argent. Bon, mais il vivait très modestement, il ne pensait qu'à la peinture. Et puis, il est devenu célèbre, mais il n'a pas fait exprès, c'est sa peinture. Le grand danger, c'est... Et puis alors, je crois que les critiques qui veulent... vous savez, quand je suis revenu d'Amérique, Maziotis m'a écrit une lettre très, très jolie
en me disant, le grand drame ici, c'est que pour réussir, il faut faire une peinture nouvelle tous les ans, pour plaire aux critiques et aux amateurs. Eh ben, c'est un peu le danger qui nous guette maintenant, je le crains, qui guette certains. Plus, la peinture, ça fait partie de votre caractère aussi, je crois. Moi, je suis assez... je dis, je travaille que dans la colère. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai. Je suis en colère toute la journée. Je râle, je gueule, c'est comme ça que je travaille. Et c'est dans les moments où je ne suis plus en colère, où je ne vois plus rien, comme quand on est très en colère, à ce moment-là que je fais des choses qui commencent à être intéressantes. Mais si je travaille comme ça, rien ne vient. Mais il faut que je sois aveugle. Vous savez, on parle de l'aveuglement de la colère. Et ben voilà, c'est quand je suis aveugle de colère que la peinture commence à venir. Et tous mes tableaux ont été faits vraiment dans la colère. Ah, cher Michel.